Bonjour à toi et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'Anne-Clarisse. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai fait la sélection des premiers acteurs clés qui m'accompagneront dans le quotidien du domaine, tant au niveau de l'entretien de celui-ci pendant les années de mise en place du projet définitif, qu'au niveau des équipes d'architectes pour présenter le projet à la mairie et au département de l'urbanisme. Je suis Anne-Clarisse, entrepreneuse, aventurière et fondatrice d'un projet pas comme les autres, en plein cœur de la Catalogne. Ici, on parle création et développement de projets avec un grand P. De l'idée initiale au business plan, du marketing à la gestion d'équipe, tout y passe dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée. Que tu sois entrepreneur, rêveur ou simplement curieux, ta place est ici. Alors installe-toi confortablement et débutons ce nouveau chapitre ensemble. En tant qu'entrepreneur, voici 5 clés que tu pourras extraire de cet épisode. La première, flexibilité et ouverture d'esprit. Il est important de savoir démontrer une capacité à s'adapter et à rester ouvert aux nouvelles opportunités. Qu'il s'agisse de la prise de risque de démissionner de mon emploi ou d'envisager d'intégrer l'œuvre d'art de Kim, que tu vas découvrir dans cet épisode, dans mon projet, je suis toujours restée ouverte à explorer des terrains inconnus et à envisager de nouvelles collaborations. Deuxième clé, l'importance du réseau. Plusieurs occasions et opportunités sont présentées à moi grâce à mon réseau professionnel, comme la rencontre avec Kim grâce à Vincenz, une personne que tu vas également découvrir dans cet épisode. Un réseau solide peut ouvrir des portes inattendues et présenter des opportunités qui auraient autrement été manquées. Troisième clé, persévérance face aux obstacles. Tout comme Kim, j'ai dû faire face à des défis, que ce soit des défis professionnels ou bien personnels. Nous avons tous deux persévéré, cherchant activement des solutions ou des alternatives, qui ont finalement abouti à une collaboration potentiellement bénéfique. Quatrième clé, l'intégration du patrimoine culturel. La mise en valeur des patrimoines locaux, qu'ils soient culturels ou naturels, peut être un élément clé de différenciation pour un entrepreneur. En intégrant l'œuvre de Kim dans mon projet, j'ai non seulement apporté une dimension culturelle à mon initiative, mais j'ai également créé une proposition de valeur unique pour mon entreprise. Enfin, cinquième clé, la vision à long terme. Bien que Kim et moi avons été confrontés à des défis immédiats, nous avons tous deux montré une capacité à envisager le futur. J'avais une vision claire pour les anciens corps de ferme et Kim voulait que son œuvre reste en Catalogne. Notre capacité à regarder au-delà des défis immédiats et à envisager des solutions à long terme est un trait essentiel pour tout entrepreneur. L'aventure du projet a véritablement pris son envol quand j'ai eu les clés du domaine en main. Comme je te l'ai confié lors de notre dernier rendez-vous, ces clés m'ont été remises en fin 2018. Bien sûr, ce fut un instant de joie partagé avec mes associés. Cependant, rapidement, l'ampleur de la tâche à accomplir m'est apparue. Avec ces clés, l'histoire pouvait enfin commencer. Un sentiment exaltant, certes, mais également teinté d'inquiétude. Je savais que le parcours humait d'embûches, nécessitant une foi inébranlable. Mais comment cultiver cette foi? En restant centré sur son projet, tout en sachant rester flexible à son évolution. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut être résolument ancré dans sa vision, tout en se laissant guider par les opportunités qui se présentent. Lorsque ton projet s'ancre dans un lieu, à l'image de mon domaine, l'entourage est crucial. Ces personnes doivent être à la fois polyvalentes et capables de s'adapter aux défis qui se posent au fil de l'aventure. Après la remise des clés, j'ai multiplié les réunions avec les anciens propriétaires pour une transition en douceur. Gérer 300 hectares est un défi colossal. Laisse-moi te confier une anecdote. Pendant les négociations d'achat, une intuition m'a poussé à acquérir la licence d'exploitation agricole, même si je n'envisageais pas de continuer cette activité sous sa forme actuelle. Cette intuition s'est avérée fructueuse, car elle a facilité les négociations. Les propriétaires précédents étaient soulagés de céder cette exploitation coûteuse, difficile à vendre indépendamment du domaine. Profitant de cette opportunité, j'ai proposé de reprendre les parts sociales de la société exploitante, ainsi que le bétail et le matériel, en échange d'un contrat de location-vente pour le reste du domaine. Ils ont accepté, souhaitant conclure rapidement. Plus tard, j'ai réalisé la valeur inestimable de cette intuition. Il m'aurait été presque impossible d'obtenir une telle licence ailleurs, car elles sont désormais rares. Cela étant, me voilà donc propriétaire d'une exploitation avec 200 vaches. Et comme tu peux l'imaginer, ces bêtes n'attendent pas pour avoir faim ou soif. D'ailleurs, c'est le premier sujet que j'ai abordé avec les anciens propriétaires lors de nos premières réunions après l'achat. Comment gérait-il l'exploitation agricole? La réponse a été la suivante. Grâce à un agriculteur salarié de la société que je venais d'acquérir. Cependant, le problème résidait dans le fait que cet agriculteur avait déjà atteint l'âge de 60 ans et qu'il travaillait non seulement sur ce domaine, mais aussi l'après-midi sur une autre exploitation. Lorsqu'il a appris que le domaine était vendu, surtout à des étrangers, il a immédiatement envisagé de prendre une retraite anticipée, inspiré en ce sens par son conseiller. Cette perspective ne me convenait guère, car, comme il l'a si bien dit, j'étais considérée comme une étrangère, et je savais qu'être étranger dans le monde des agriculteurs constituait un handicap presque insurmontable. Il était donc impératif que je rencontre cet agriculteur et que je lui parle. J'ai demandé aux anciens propriétaires
de le motiver à faire ma connaissance sans compromis. Heureusement pour moi, ils ont accepté. Le jour où j'ai finalement pu rencontrer cet agriculteur, qui s'appelle Giuseppe, ce jour a marqué le début d'une collaboration essentielle. Pourquoi ? Parce que sans lui, la transition nécessaire pour écrire une nouvelle page de l'histoire n'aurait jamais été possible. Cependant, le convaincre n'a pas été une tâche aisée. Il était méfiant, fatigué et peu enclin à poursuivre. Lors de notre première rencontre en présence des anciens propriétaires, nous n'avons pas beaucoup parlé. Mais ce qui a probablement fait la différence, c'est mon instinct et encore mon intuition. Si j'étais une étrangère à ses yeux, il fallait que, en un instant, je lui fasse oublier cette différence. Il devait me voir rapidement comme une alliée accessible. Alors, je lui ai parlé en catalan et lui ai dit que je le comprenais, que je comprenais ses peurs, ses doutes, sa fatigue, les promesses non tenues. Je lui ai proposé de se rencontrer le lendemain matin sur le domaine, de discuter sans qu'il soit contraint de prendre une décision précipitée. Son regard était empreint de surprise et j'ai ressenti une légère confiance naître. Il m'a alors demandé « Tu parles catalan ?» J'ai expliqué que j'avais vécu en Catalogne pendant plus de 20 ans. Il a répondu « Oui, mais quand même, c'est rare qu'un étranger parle catalan. » J'ai rétorqué « C'est vrai, mais j'ai fait ce choix parce que j'ai travaillé dans la région, à proximité du domaine, et que j'aime la langue et la culture catalane. » Il m'a souri et a convenu de se retrouver le lendemain à 9h. J'ai alors ressenti que j'avais gagné mon pari. Le lendemain, nous avons longuement discuté. J'ai d'abord laissé s'exprimer Giuseppe et me faire part de ses préoccupations. Je l'ai écouté attentivement et me suis rapidement attachée à sa personnalité. J'ai admiré son courage, sa ténacité, son amour pour le domaine et pour son ancien maître, l'industriel catalan, défunt père de famille des anciens propriétaires et l'âme de ce site qu'il avait entièrement rénové. Je percevais en lui une énergie remarquable, une simplicité et une authenticité indéniables. Il a partagé ses soucis. Il se sentait seul depuis le départ du maître. Les anciens propriétaires s'étaient totalement désintéressés du domaine. L'entretien des 300 hectares et des 200 bovins était devenu sa responsabilité quotidienne. Le vieillissement le poussait à rechercher un peu de sérénité et de temps libre. Une fois qu'il eut vidé son sac, j'ai exprimé ma compréhension et mon engagement à prendre des mesures immédiates pour remédier à ces problèmes. J'ai insisté sur le fait que les promesses n'étaient que des paroles en l'air, lui demandant de rester avec moi jusqu'à la fin de l'année, avant de prendre une décision en janvier s'il n'était pas convaincu. J'ai également précisé que son salaire resterait inchangé, car j'avais acquis la société et que son contrat resterait le même. Cette assurance l'a apaisé et il a accepté de continuer pendant 1 mois supplémentaire avant de réévaluer la situation en fin d'année. Nous nous sommes souris et je lui ai dit « La première chose à faire est de trouver un acheteur pour les bovins. Pour cela, j'aurai besoin de ton aide, car je n'y connais absolument rien. » Il a été surpris. « Tu es sûr que tu vas faire ça ?» J'ai répondu avec assurance « Absolument sûr. Ne m'as-tu pas dit que les bovins représentaient un fardeau pour toi ? Et que cela te maintenait en esclave sur le domaine ?» Il a acquiescé en ajoutant que cependant les vaches étaient rentables pour la ferme. J'ai expliqué « C'est une perspective, mais dans le projet que je souhaite développer, nous n'avons pas besoin de bovins. Je veux les vendre et louer les terres à un agriculteur qui souhaite les utiliser pour son propre bétail. Cela générera des revenus pour la ferme tout en nous déchargeant des responsabilités et des coûts liés au bétail. Peux-tu m'aider à vendre les vaches et à trouver un agriculteur pour les terres ?» Il a accepté. « Bien sûr que je peux, mais que vais-je devenir s'il n'y a plus de vaches ?» J'ai souri en lui répondant « Tu vas m'aider à découvrir l'histoire du site, à me parler de ton ancien maître, à me faire visiter les 300 hectares et à m'indiquer les zones nécessitant une amélioration urgente. En somme, nous n'aurons vraiment pas le temps de nous ennuyer. Mais nous n'aurons plus à nous occuper des vaches. » Son enthousiasme était palpable, bien qu'il se soit retenu de manifester une joie débordante compte tenu de notre récente rencontre. Et voilà, Giuseppe est finalement resté 1 mois de plus, puis encore 4 années, jusqu'à sa retraite. Il m'a même convié à l'accompagner à sa réunion avec son conseiller 1 an plus tard pour évaluer la meilleure option pour lui. Et le meilleur choix était qu'il reste jusqu'à sa retraite. Et cette fois-ci, il était extrêmement motivé. Encore aujourd'hui, il me dit « J'aurais vraiment aimé que tu achètes plus tôt, car j'ai passé les meilleures années sur ce site. Tu ressembles tellement au défunt père à mes yeux. Je suis certain qu'il aurait aimé te rencontrer, et là où il se trouve, il doit être heureux de voir ce que tu as accompli. » Ces mots prononcés par un paysan ont suscité des larmes dans mes yeux. Ils m'ont donné une motivation supplémentaire, mais aussi une pression accrue, car je savais que ce projet rendait des gens heureux et que je ne pouvais pas les décevoir. Les personnes suivantes qui deviendront essentielles pour le développement du projet sont les 2 architectes qui composeront la première équipe. Te souviens-tu de mon ami agent immobilier qui m'avait orienté vers ce site ? Eh bien, c'est grâce à lui que j'ai fait la connaissance de ces architectes. Il avait collaboré avec leur cabinet sur des projets de rénovation d'anciens corps de ferme, et c'est lui qui m'a mis en contact avec eux. Je les ai donc invités à visiter le site. La première rencontre a réuni le père, Vincenz, fondateur du cabinet d'architectes, et son fils, Giuseppe, également architecte. J'avais ainsi face à moi 2 générations d'expérience, et cela m'a enthousiasmé. D'un côté, le père avec une solide expérience, et de l'autre, le fils, moins expérimenté mais très moderne et enthousiaste. Leur complémentarité était parfaite.
Comme tous ceux qui découvrent le site pour la première fois, ils ont été totalement conquis, mais avec un regard d'architecte. Et ils ont également su apprécier le travail colossal réalisé par le défunt père pour créer cet espace de vie pour sa famille. Après la visite, je leur ai exposé mon projet de développement. D'emblée, ils ont trouvé le projet intéressant, mais ils ont rapidement souligné la complexité des autorisations nécessaires pour sa réalisation. C'est à ce moment que j'ai entendu pour la première fois le terme plan spécial, équivalent du plan local d'urbanisme, PLU, en France. Surtout complexe à obtenir lorsque les terres sont classées en zone agricole. Inquiète, j'ai demandé combien de temps prendrait l'obtention d'un PLU. Ils m'ont répondu avec un air découragé que cela pouvait aller jusqu'à 2 ans. 2 ans pour savoir si mon projet serait accepté. Cette perspective m'a bouleversée. Ils ont ajouté: en tout cas, un PLU de cette envergure nécessite une préparation considérable. Il faut constituer le dossier, le présenter d'abord à la mairie, puis à l'urbanisme en collaboration avec la mairie. À partir de ces premières étapes, nous aurons une idée de la réception du projet par les administrations. Nous devrons étudier ton projet en détail, trouver la meilleure manière de le présenter au département de l'urbanisme et ensuite nous pourrons te fournir une estimation de nos honoraires pour la réalisation de ce PLU. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Dès le début de 2019, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour étudier les PLU existants et voir s'il était possible d'en utiliser un comme point de départ. Malheureusement, aucun ne correspondait suffisamment à mon projet. Nous savions donc dès le départ que nous devrions demander la création d'un PLU spécifique pour ce projet, une démarche qui prendrait au moins 2 ans. Nos premières actions consistaient à définir la stratégie de présentation. Après avoir examiné plusieurs approches, celle qui nous a semblé la plus appropriée consistait à présenter le mât principal comme un hôtel rural touristique, entouré de diverses prestations telles que des hébergements touristiques, un centre de congrès et un restaurant panoramique. Je te raconterai plus en détail l'histoire de ce PLU à l'avenir, car il fera probablement l'objet de plusieurs épisodes et tu pourras voir comment il a évolué, tant du point de vue des équipes que du projet lui-même. Maintenant, je vais te présenter le 3e personnage clé de cette aventure. Mais d'abord, laisse-moi te raconter comment j'ai entendu parler de cette personne. Lors d'une conversation avec mon compagnon, je lui ai dit que le meilleur moyen pour que les gens des environs apprennent à nous connaître était de fréquenter les restaurants et les bars du coin. Alors nous sommes allés prendre un café dans le bar le plus animé de la région. J'ai expliqué à mon compagnon que nous devions nous asseoir au comptoir, pas à une table, car c'est là qu'on a le plus de chances d'engager la conversation avec des serveurs ou les propriétaires. Et cela a porté ses fruits. Au moment de payer nos cafés, la propriétaire m'a demandé: « Vous n'êtes pas d'ici, non? Et d'ailleurs, c'est vous les nouveaux propriétaires du Magaïfa, là-haut, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu que je vivais en Catalogne depuis plus de 20 ans et que j'avais travaillé à Ripoll, un village très connu à proximité au sein d'une entreprise également réputée. Je lui ai expliqué tout cela en catalan, bien sûr. Et elle m'a dit que c'était génial, que le retour d'activité au Magaïfa était une excellente nouvelle. Elle m'a demandé ce que j'avais l'intention de développer là-bas et je lui donnai un bref aperçu de mon projet. Elle semblait ravie. Puis tout à coup, elle m'a dit « Mais d'ailleurs, si tu cherches quelqu'un pour s'occuper du domaine, je connais une personne qui serait intéressée. Elle a déjà travaillé pour les anciens propriétaires pendant 5 ans et connaît donc très bien les lieux. » J'ai répondu que cela valait la peine d'être exploré et j'ai pris ses coordonnées. 3 jours plus tard, j'ai appelé le numéro de la personne recommandée et je l'ai convoqué au domaine pour discuter. J'ai fait la connaissance d'un homme charmant et très agréable. Il s'appelle Joan. Et il m'a expliqué qu'il avait effectivement déjà travaillé comme gardien sur le domaine pendant 5 ans, mais qu'il avait fini par partir parce qu'il ne s'entendait plus avec les propriétaires. Il n'avait pas connu le père, déjà décédé à l'époque. Il m'a dit qu'il adorait cet endroit et qu'il serait ravi de reprendre ses fonctions. Joan m'a également confié qu'après son passage à Magaïfa, il avait occupé un poste de gardien dans un autre grand domaine, mais que celui-ci avait été finalement vendu 3 ans après. Depuis, il travaillait comme garde forestier et en parallèle s'occupait de l'accueil dans une école de langue à la mairie. Il m'a dit qu'il aimait ce qu'il faisait, mais que s'il y avait une opportunité sur le domaine, il serait intéressé, au moins pour travailler le matin. Il cesserait alors son travail de garde forestier tout en conservant son poste à la mairie. Joan m'a également parlé de son passé en tant que sportif de haut niveau en football. Nous avons découvert de nombreux points communs en raison de notre histoire sportive. Enfin, il m'a confié qu'il avait tenté une aventure entrepreneuriale il y a quelques années, mais que le projet avait finalement échoué. J'ai voulu en savoir plus sur ce projet et il m'a expliqué qu'il avait vécu pendant plusieurs années en Estrémadure, une région d'Espagne. Là-bas, il avait rencontré un homme, Gerardo, qui avait créé Abejas del Valle, une salle de classe musée dédiée à l'enseignement sur le monde des abeilles, établie dans sa propre maison. Dans cette salle, les visiteurs pouvaient observer en toute sécurité les abeilles évoluant librement dans leur environnement naturel. Cette approche unique faisait de ce musée un lieu vivant et original. Joan m'a raconté comment les visiteurs pouvaient observer les abeilles vivantes et au travail, comment elles se défendaient,
ainsi que leur relation avec l'homme. Tout cela était guidé par Gerardo, un apiculteur expert qui, grâce à l'observation directe de ces ruches suspendues et à des images haute définition, permettait aux visiteurs de voir la reine pondre des œufs, les faux bourdons se nourrir et les ouvrières récolter le miel et le pollen. J'étais fascinée par ce projet. Dès qu'il a commencé à partager son histoire, j'ai senti quelque chose de spécial se produire. Joan m'expliquait que sa relation avec cet homme s'était solidifiée au fil de ces 3 années et que Gerardo lui avait proposé de créer un musée similaire en Catalogne. Bien sûr, il était enthousiaste. De plus, Gerardo était prêt à l'accompagner pendant 1 an pour le former aux conférences qu'il devrait donner aux visiteurs, à l'aménagement du lieu et à la mise en place des ruches suspendues. De retour en Catalogne, Joan s'est donc mis en quête d'un lieu et d'un partenaire pour développer ce projet. Au bout de 8 mois, tout était déjà bien avancé. Mais c'est à ce moment-là que son associé avait décidé de se retirer du projet. Déçu par la situation, le projet avait perdu son élan et avait fini par disparaître complètement. Pendant qu'il terminait son histoire, des idées jaillissaient à toute vitesse dans mon esprit. À mesure qu'il me racontait cette histoire, je pouvais déjà voir la possibilité de créer un musée sur le domaine. C'était l'endroit idéal pour ce projet, et cela correspondait parfaitement à la transformation que je souhaitais apporter au domaine agricole que j'exploitais. Plus d'élevage d'animal, juste des abeilles à protéger et à sensibiliser le public à leur importance. Je regardais Joan droit dans les yeux et je lui dis « Il y a des moments où tout semble s'aligner, où tu sens que les choses se déroulent naturellement, sans effort. Eh bien, je ressens cela en ce moment. Ton histoire me touche profondément et j'apprécie énormément ton énergie. Alors, j'aimerais vraiment que tu commences dès que possible. De plus, si cela est encore envisageable avec Gerardo et son musée des abeilles, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Nous pourrions intégrer ce projet au développement du domaine. Qu'en penses-tu » Une émotion forte flottait dans l'air et j'ai vu les yeux de Joan s'embuer. D'une voix tremblante, il m'a répondu « Ce serait vraiment génial. Excuse-moi, je suis émue et je te suis profondément reconnaissant. » Joan, le gardien du domaine, a donc commencé le 1er juin 2019 et je te raconterai dans de prochains épisodes ma visite au musée des abeilles à Bejas del Valle et comment j'ai fait évoluer le projet du musée sur le domaine. Et voilà, j'en arrive maintenant à te présenter le dernier personnage important du début de cette histoire, Kim. Te souviens-tu de Vincent, le père architecte ? Eh bien, le 17/4/2021, il m'envoie un message pour me demander si j'étais disponible le 24. Car une personne lui avait parlé d'un artiste et qu'il pensait que je pourrais être intéressée pour une rencontre avec cet artiste. Je t'avoue que je me demandais bien ce que cela avait à voir avec moi. Je me suis quand même organisée pour être disponible ce jour-là. Il m'envoie un point GPS et me donne rendez-vous dans une ancienne forteresse non loin de Gijón. En arrivant sur le site, j'ai ressenti une ambiance étrange, surtout parce que l'on m'a demandé de me garer près d'un container. Vincent était déjà sur place. Il m'a expliqué que l'atelier et l'exposition du peintre se trouvaient en dessous du container. En pénétrant à l'intérieur, nous sommes rapidement tombés sur un escalier qui descendait. Nous l'avons emprunté et j'ai immédiatement été transporté dans un univers captivant et fantastique. Sans même avoir parlé à l'artiste, j'ai eu le sentiment qu'il m'avait déjà révélé beaucoup de lui à travers ses œuvres. Et quelles œuvres ! La salle était immense, 16 mètres sur 16 mètres au sol, avec une hauteur de toit de 10 mètres. Un cube tout noir, avec un magnifique jeu de lumière qui illuminait 3 tableaux incroyables, placés sur 3 des côtés de la salle. Chaque tableau mesurait 12 mètres de large sur 6 mètres de haut. C'était immense. L'un d'entre eux n'était pas encore tout à fait achevé. Je ne vais pas te décrire les tableaux, il faut les voir pour le croire. Mais je peux te décrire les émotions qui m'ont envahi à mesure que je découvrais ces œuvres. J'étais complètement absorbée et hypnotisée par les couleurs, les personnages, les innombrables détails qui se trouvaient sur chacun des tableaux. J'avais l'impression que je ne finirais jamais de tout voir. Ces tableaux semblaient infinis. Kim, l'artiste, m'a été présenté. C'était un homme vêtu tout en noir, de petite taille, avec un regard perçant et curieux. Pendant que je contemplais les tableaux, il en a profité pour me donner quelques explications sur les personnages, les hommes ballons, les hommes branches, la Vénus, la reine Elisenda, les éléphants volants et bien d'autres encore. C'était magique. Et c'était vraiment spécial d'avoir l'artiste en face de moi qui me racontait l'histoire de son œuvre. Nous nous sommes assis et je lui ai dit « Je ne sais pas bien pourquoi je suis ici. C'est Vincent qui a organisé cette rencontre et j'attends de voir ce qui en découlera. » Il m'a répondu « Eh bien, nous sommes 2 dans ce cas. J'ai accepté aussi cette rencontre sans vraiment comprendre non plus pourquoi. Maintenant que tu es là, je vais te donner un aperçu de ma situation. » C'est alors qu'il m'a raconté qu'il était sur ce site depuis 3 ans, que c'était à la fois une exposition de sa trilogie et son atelier où il achevait le 3e tableau. Ce site appartenait à son mécène, qui était décédé quelques mois plus tôt.
À la suite du décès, la famille héritière lui avait annoncé qu'elle ne souhaitait pas continuer à gérer le site et qu'elle le mettait en vente. En résumé, elle lui demandait de quitter les lieux. Dès l'annonce de cette nouvelle, Kim avait cherché un nouvel emplacement pour son exposition, mais personne en Catalogne ne semblait vouloir s'impliquer dans ce projet. Pourtant, la ville de Madrid lui avait fait une offre alléchante, mais il hésitait à y répondre, préférant sincèrement que son œuvre reste en Catalogne, sa région d'origine. Lorsqu'il me racontait cette partie de son histoire, je pouvais sentir qu'il était abattu, qu'il se sentait trahi et peu confiant pour l'avenir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui raconter ma propre histoire. Je lui ai expliqué ma décision de démissionner de la dernière entreprise catalane où j'avais travaillé pendant 10 ans. J'avais mis 3 ans à me découvrir, à comprendre ce que je voulais créer. C'est lors de ma rencontre avec celui qui allait devenir mon associé que l'idée de développer les anciens corps de ferme abandonnés dans les zones rurales a émergé. Nous voulions apporter des solutions économiques innovantes tout en préservant l'homme et la nature. J'ai également expliqué que j'avais acheté un domaine situé à 1h30 de la forteresse, en pleine nature avec un projet de développement ambitieux. Je lui ai brièvement expliqué le projet que j'avais envisagé jusqu'à présent, mais j'ai également mentionné que nous pourrions peut-être envisager d'intégrer son œuvre en créant un centre culturel sur le site. Il a tout de suite été intéressé. Et avec la présence des architectes sur place, nous avons pu confirmer que l'intégration d'un centre culturel était vraiment envisageable. Nous avons fixé un rendez-vous pour visiter mon domaine. Le domaine a fait le reste. Il a enchanté Kim et nous avons commencé à sérieusement envisager l'intégration de son œuvre dans le projet. Dans les prochains épisodes, je te raconterai comment cette intégration s'est déroulée jusqu'à la signature du contrat entre Kim et moi en octobre 2021. Rappelle-toi ce proverbe africain. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Dans tout développement de projet, petit ou grand, il est fondamental de travailler en équipe et de savoir la constituer. Le réseau que tu constitueras petit à petit deviendra crucial au fil du temps. C'est pourquoi il est primordial d'avoir une grande écoute des autres et il est important que tu inspires confiance afin que ton réseau se développe et se renforce toujours plus. On se retrouve dans le prochain épisode où je te plongerai cette fois dans l'élaboration du PLU, sa réflexion, son développement et les divers ajustements suite aux réunions avec l'urbanisme et les diverses rencontres qui viendront se greffer au fur et à mesure.